Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Très heureux de vous accueillir. Et moi aussi, si j'avais su, j'aurais mis mes escarpins Gucci. Ouais, ils auraient pris la flotte, ça aurait été chiant. Ouais, terrible. Lucie Castet, j'ai vu que certains médias commençaient à vous présenter comme l'ex-candidate du NFP pour le poste de Première ministre. Comment vous êtes candidate au poste de Première ministre, toujours? Bon, j'étais candidate au poste de Première ministre pendant tout l'été. Ensuite, il y a un Premier ministre qui a été désigné. Ouais. Maintenant, on est passé quand même à une phase où la gauche est dans l'opposition. Et donc là, moi, je mets toutes mes forces et toute mon énergie avec les gens qui ont travaillé avec moi tout l'été pour aider les partis du nouveau Front populaire à construire une alternative, à proposer des amendements, par exemple, dans le cadre du budget qui va être discuté très bientôt à l'Assemblée. Et donc voilà, on est passé dans une autre phase. Ensuite, moi, j'ai dit toujours, je reste à la disposition de la gauche s'ils ont besoin d'une candidate. C'est un rôle informel, du coup, là, en attendant. C'est un rôle très actif. De toute façon, candidat de Premier ministre, ça n'existe pas. Juridiquement, c'est un truc qui n'existait pas. D'ailleurs, ça n'a jamais existé dans la Ve République. Les gens Mélenchon, à un moment, c'est pas plus informel maintenant que ça ne l'était pendant l'été. Ça a toujours été assez informel, en fait. Mais mettons que, j'en sais rien, moi, le gouvernement Barnier se casse la gueule sur le budget. Vous pourriez être une hypothèse pour le poste de Premier ministre. Oui, là, ça sera... Les discussions auront lieu. Et oui, moi, en tout cas, j'ai dit que j'étais à la disposition de la gauche si c'était nécessaire. On va rembobiner quand même ce qui s'est passé cet été, parce que c'était le mardi 23 juillet qu'on a découvert votre nom. Beaucoup de Français ne vous connaissaient pas, puisque vous êtes sorti du chapeau des négociations du nouveau Front populaire, après l'échec d'autres noms plus ou moins connus d'ailleurs, peu importe. C'est pas une question de connu ou pas connu. Votre nom a été proposé pour devenir la Première ministre. Le président de la République avait décrété une trêve olympique. Alors, allez savoir ce que c'est. Bref, il a décidé que non, on va pas faire de politique. On va gagner des médailles et puis après on verra. Et donc il vous a reçu seulement un mois plus tard avec les dirigeants des différents partis du nouveau Front populaire. Vous avez donc rencontré Emmanuel Macron. Comment s'est passé cet entretien? J'ai entendu dire que c'était quasiment un entretien d'embauche. Il vous a posé plein de questions et tout. Comment c'était? Ça s'est très bien passé. C'était assez étrange parce qu'on était, nous, de notre côté de la gauche, on était 13. C'est-à-dire que j'étais avec tous les présidents de groupe. Et de groupe. Ouais, exactement. Et de parti, c'est ça, les deux. Les chefs de parti et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ah ouais, vous êtes allés en force, quoi. On était en force, mais c'était super parce qu'on était très unis et on s'est affichés unis. Alors la petite histoire, c'est qu'on nous a fait entrer par une porte dérobée. On n'est pas rentré par la cour de l'Élysée. Il faut que vous parliez bien dans votre micro. On est passé par une porte dérobée. On a été reçus par derrière, pas par la cour très majestueuse de l'Élysée. Et on est arrivé, on était donc 13. Le président de la République était tout seul. Assis à table, à un bureau, à une table, et nous j'étais moi assise en face de lui, et autour de moi il y avait tous les membres des partis du nouveau Front populaire. Il n'a pas dû passer un super moment, lui. Et je sais pas, je pense qu'il a vraiment beaucoup l'habitude de ce genre d'exercice, ce qui est différent pour moi. Alors, c'était la première fois que je me prêtais à ce genre d'exercice. Il a introduit le contexte, il a présenté le contexte en quelques mots. Et puis ensuite, moi, j'ai fait une sorte d'intro pendant à peu près 10 minutes en lui disant quels enseignements nous on tiré des élections législatives, qui étaient manifestement pas les mêmes enseignements que lui avait tirés. Et ensuite, il y a eu à peu près 30-40 minutes de questions-réponses entre lui et moi. C'était presque, je dirais que ça ressemblait plus à un grand oral quand on est jeune qu'un entretien d'embauche, mais sauf que là, je me suis cette fois permise de lui retourner certaines questions. Par exemple, il m'a dit et donc le budget, comment vous souhaiteriez le voter? Donc je lui ai dit, voilà, permettez-moi de vous retourner la question, puisque le budget, la stratégie de construction du budget dépend totalement du calendrier que vous allez retenir, puisque comme vous le savez, il a proposé un budget très 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 tard par rapport à la pratique habituelle. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème, ouais. En fait, ils ont eu, vous le disiez tout à l'heure, ils étaient en trêve, donc ils ont eu un gouvernement démissionnaire qui a préparé un budget. Or, tout le monde sait que le budget, c'est l'acte politique par excellence. D'ailleurs, la vivacité des débats qui s'annoncent à l'Assemblée en témoigne. C'est avec le budget qu'on dit voilà comment je vais financer mes politiques publiques. Et ça reflète totalement l'orientation politique d'un gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement démissionnaire qui a créé ce budget. Et là, il est changé un tout petit peu, notamment parce qu'il y a des impôts qui sont prévus, des toutes petites hausses d'impôts qui sont prévues. Enfin, pour l'instant, on pense que ça va être très à la marge. Et d'ailleurs, les macronistes n'en veulent pas. Mais donc, voilà, un budget très politique, mais préparé par un gouvernement censé être démissionnaire. Malek ? Pas grand-chose est ressorti de ce grand oral. On a un peu envie d'être des petites souris. Est-ce que selon vous,
Emmanuel Macron avait l'intention de nommer à un moment quelqu'un d'autre qu'une personnalité de droite à Matignon. Si je me refais le film à la fin, je pense qu'il était très clair depuis le départ qu'il n'avait pas l'intention de nommer quelqu'un de gauche qui était l'émanation des 4 partis réunis. Nous, on a abordé la réunion avec une sorte de très bonne foi institutionnelle. Il nous a invités, on y est allés tous ensemble et on a présenté ce qu'on voulait faire. Mais je pense que c'était clair qu'il ne voulait pas. Et c'est marrant parce qu'à un moment, l'un des chefs de parti a dit « Mais Monsieur le Président, vous rendez-vous compte que les Français attendent quelque chose de différent de ce qui a été mené pendant 7 ans ?» Parce que le président faisait que de dire stabilité, stabilité, stabilité au cours de l'entretien. Et donc, le chef de parti en question lui dit « Mais vous dites stabilité, mais est-ce que c'est-à-dire que vous pensez que les gens attendent exactement la même chose que ce qui a été fait pendant 7 ans ?» Il a dit « Non, là, je parle de stabilité institutionnelle. J'ai bien compris que les gens attendent quelque chose de différent. » Bon, on s'est empressé ça mange pas de pain. On s'est empressé de le répéter aux médias à la sortie, c'est normal. Et après, les gens me disaient, mais est-ce que vraiment vous avez cru que... Pas vraiment cru que, mais on était obligé de le prendre au mot. Usul. C'est le jeu. Un des symboles, donc ouais, j'ai lu les comptes rendus un petit peu de ce qui est sorti de cet entretien, c'était que vous avez parlé pour tout le monde, longuement, même si lui-même apparemment au début essayait de s'adresser un peu aux autres, vous avez gardé voilà, c'était un peu l'idée pour montrer l'unité, pour montrer que c'était vous, voilà. Elle en est où cette unité maintenant? Parce que moi il m'avait semblé lire aussi que pour certains c'était déjà un peu le passé, cette histoire de proposer Lucie Castet. Il me semble que Fabien Roussel est peut-être déjà un peu passé à autre chose. Elle en est où cette unité? Et surtout, elle en est où concrètement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des canaux dans lesquels est-ce que vous voyez toujours? Est-ce que vous avez des canaux communs? Voilà. Il y a un groupe WhatsApp des chefs de parti et de groupe qui s'appelle Lucie Castet. Il y a carrément un groupe WhatsApp qui s'appelle Cohorde Lucie chef de parti. C'est un scoop. Je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, je veux être dedans. Vous pouvez me rajouter dedans si vous voulez. Discretos. Je veux dire, c'est mon nouveau directeur de cabinet. Voilà, c'est moi. Il s'appelle Jean Massier. Voilà, c'est un pote. Discrètement. Alors, pour revenir juste sur la chorégraphie de la discussion avec le président de la République, c'est quelque chose qu'on avait préparé ensemble avant, dans le cadre de cette fameuse boucle WhatsApp, dans le cadre de discussions qu'on avait quasi quotidiennement pendant l'été avec les chefs de parti. Et on s'était mis d'accord là-dessus pour s'assurer qu'il y avait une forme d'unité. De toute façon, on était d'accord sur le fond. Et ensuite, j'ai eu cet échange de à peu près 30 ou 40 minutes avec le président, mais les chefs de parti ont pu intervenir et les représentants des partis ont pu intervenir, notamment interpeller le président sur certains sujets, y compris celui que je mentionnais sur est-ce que vous avez bien compris que les gens attendent un changement de politique. Pour répondre à la question suivante sur qu'est-ce qui se passe maintenant, on a toujours des réunions. On en a une ce matin, par exemple, avec tous les chefs de parti. Donc oui, le cadre Nouveau Front Populaire continue à exister. Ensuite, les partis, ils sont tous différents, ils ont tous des fonctionnements différents. Ça n'a jamais été... je dis souvent, l'unité, c'est pas l'uniformité. Donc il n'a jamais été question que tous les partis fassent la même chose tout le temps et qu'ils se coordonnent sur absolument tout. Ils gardent leur identité. Mais on continue à travailler ensemble. On a des réunions. On a eu une réunion, par exemple, mardi dernier à l'Assemblée nationale pour travailler sur des projets d'amendements communs qui seront présentés par tous les groupes du Nouveau Front Populaire à l'Assemblée et au Sénat. Pour amender le budget. Et donc, les partis n'ont pas le même mode de fonctionnement, les partis n'ont pas tout à fait le même agenda aussi. Il y en a qui regardent tout droit vers 2027, il y en a qui pensent à Bernard Cazeneuve, qui était une alternative d'ailleurs à votre nom, qui a été proposé. Il y a des débats au sein du Parti Socialiste là-dessus. Alors le nom de Bernard Cazeneuve n'a pas été proposé à ma connaissance. Enfin, pas par le Parti Socialiste, mais il était soutenu par à peu près la moitié du bureau national du PS. Oui, il y a des gens qui soutiennent bien sûr Bernard Cazeneuve, mais ce que je veux dire, c'est intéressant que son nom ait été mis dans la presse, tout ça, mais je sais même pas si Emmanuel Macron lui-même, je sais pas, ça a été un peu la saga de l'été, mais je sais pas si son nom a été formellement proposé. J'ai cru comprendre que Macron avait dit à Bernard Cazeneuve, le PS a décidé de te sacrifier, donc tu seras pas Premier ministre. Mais François Hollande, j'en sais rien, c'est des propos rapportés. François Hollande avait démenti en disant que c'était un proche à lui et qu'il n'avait jamais été question de le nommer. Non, François Hollande a dit qu'il n'était absolument pas question dans la tête d'Emmanuel Macron de nommer Bernard Cazeneuve. Il a dit ça, oui. Mais attends, mais ça n'empêche pas. Que c'était une manœuvre pour diviser le PS plus vite. C'était une manœuvre pour diviser le PS plus vite. Et ça n'a pas marché. Plus vite. C'est pas que ça a été un échec, c'est que ça n'a pas marché. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, a rencontré Michel Barnier en juillet. Donc en réalité, avant ou après le grand oral de Lucie Castet, il avait déjà son agenda dans la tête. Bernard Cazeneuve, Karim Bouamran, on les a tous entendus. La vérité, c'est qu'il y avait une seule candidature. Ils ne voulaient même pas en entendre parler. Ouais, ok, d'accord. Du coup, on parle tous sauf Lucie Castet, c'est génial cette émission. Lucie Castet, quel est votre regard sur cette séquence? Sur la séquence estivale? Sur la séquence estivale, de l'atermoiement sur les noms qui ont été sonnés soit par l'Élysée d'un côté, soit par la gauche elle-même, qui avant de trouver votre nom à vous, en a donné d'autres.
Puis maintenant, il y a un petit refrain dans les médias, c'est vraiment la gauche n'est pas au pouvoir. Et bien évidemment, elle n'a pas voulu Cazeneuve, elle a voulu Castet. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant et je suis contente qu'on revienne là-dessus. Moi, j'ai aussi entendu depuis plusieurs semaines, depuis que Barnier a été désigné, le fait que ça serait de notre faute. Oui. Parce qu'on n'a pas été constructif. Mais ça, ne nous laissons pas avoir là-dessus. C'est quand même incroyable que c'est cette musique qui s'impose, alors que tout l'été, moi j'ai dit, oui, bien sûr, on devra faire des compromis texte par texte. Oui, je n'ai pas dit, on va faire un gouvernement de coalition très large avec la droite, simplement parce que faire ça, ça voulait dire poursuivre la politique menée par Emmanuel Macron, qui avait été massivement rejetée par les électeurs, donc ça aurait pas été, ça aurait été trahir le souhait des électeurs et ça aurait été trahir la ligne politique que l'on défend, et on fait pas ça, sauf si on veut jeter le pays dans les bras du Rassemblement national. Mais en réalité, ce que tout le monde a oublié de dire, c'est que si le camp présidentiel avait choisi, même la moitié du camp présidentiel avait choisi de ne pas nous censurer a priori, alors on pouvait gouverner, on pouvait proposer des textes, et ensuite, si on était censuré, c'est le jeu démocratique. Mais moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça pas parce que c'est moi, mais parce que c'est hyper important de respecter le jeu institutionnel et de montrer à voir qu'on entend ce que les gens attendent, qu'on a tiré les conclusions du résultat des élections législatives, et ensuite on laisse le jeu se dérouler. Si ça marche pas, mais on continue. Or là, il était très clair, et vous l'avez bien dit, il était très clair qu'il ne voulait pas mettre en place quelqu'un qui avait annoncé, et votre humoriste a raison, la prochaine fois je l'appellerai avant de passer dans les médias, qui avait annoncé qu'on allait mettre un coup d'arrêt à la politique qui était menée depuis des années. Mais ce qui est quand même hyper intéressant, c'est de noter que là, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, il dit pas grand-chose, il faut quand même le reconnaître. Il dit pas grand-chose, mais il dit quand même qu'il va augmenter certains impôts. Ça, typiquement, c'est le genre de point qui faisait absolument tressaillir Emmanuel Macron. Et je pense que c'est un des points pour lesquels c'est pas gagné, mais c'est intéressant. C'est un aveu de faiblesse immense de la part de la Macronie et de la droite que de dire désormais. Enfin, d'ailleurs, il y a une partie de la Macronie qui s'en dégage, et c'est pour ça que vous dites, je pense que c'est pas gagné. Mais c'est quand même hyper intéressant de se dire que à la fin, il a dû désigner quelqu'un qui dit si, il va falloir augmenter un peu les impôts parce qu'en fait, le cadre budgétaire n'est pas tenable en l'état. Si vous aviez été première ministre, vous auriez été une première ministre de cohabitation. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au président de la République quand je suis arrivé dans cette fameuse salle de réunion. Vaut mieux mettre les points sur les i direct dans ce genre de cas. Effectivement, c'est une bonne idée de lui avoir dit. Ma question, c'est, pensez-vous que Michel Barnier est en situation de cohabitation avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez qu'il a une autorité, par exemple, sur ce genre de truc, d'annoncer des hausses d'impôts? On sait que ça énerve beaucoup Macron, mais... manifestement, lui, Michel Barnier, il me semble qu'il a dit qu'il ne se vivait pas dans une situation de cohabitation. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est certain qu'Emmanuel Macron n'a jamais renvoyé le signal qu'il était un président capable de vivre en cohabitation. Parce que tout ce qu'il a fait pendant l'été, c'était d'être à la fois président de la République, Premier ministre et chef de parti, en voulant composer ce gouvernement comme un sélectionneur composerait son équipe de France féminine. Et donc, c'est hyper important de noter que lui, il s'est dérobé à cet exercice-là. Donc, de fait, je pense que Michel Barnier ne peut pas se sentir comme un Premier ministre en cohabitation, même s'il dit des choses qui semblent s'écarter légèrement, un tout petit peu peut-être sur sa gauche sur la question des impôts, et pas mal sur sa droite sur la question, par exemple, des libertés publiques ou encore du maintien de l'ordre. On est d'accord que si vous aviez été Première ministre, vous auriez eu 193 députés du nouveau Front populaire qui vous soutiennent. C'est pas suffisant pour faire adopter le moindre texte de loi. Vous auriez eu besoin d'aller chercher un minimum de 80-90 députés chez les macronistes, a priori. On est tout à fait d'accord. Pas que chez les macronistes. Pas que chez les macronistes. J'ai passé mon été au téléphone, y compris avec des députés et des parlementaires qui ne sont pas des membres du nouveau Front populaire et qui ne sont pas macronistes. Les seuls qui ont refusé de me parler, c'était les macronistes, enfin, en l'occurrence, Gabriel Attal. Ouais. Il y a eu des consignes, oui. Il n'a pas souhaité s'entretenir avec moi pendant cette période-là, pendant la période de consultation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des députés qui me disaient, par exemple des députés Lyotte, qui disaient oui, moi je suis pour l'activation de levier fiscal de manière circonstanciée sur certains points et tout ça. Donc on pouvait trouver des accords texte par texte, et c'est ce qu'on a annoncé très vite. Et c'est ce que d'ailleurs on a annoncé dans un courrier. Et je trouve que le truc hyper intéressant, c'est que on dit tout le temps oui, les insoumis ils sont incapables de faire le moindre compromis. Ils ont signé ce courrier comme les autres. Et même Jean-Luc Mélenchon a été jusqu'à pousser le raisonnement en disant si le problème, c'est ce qu'on entendait partout pendant un moment dans l'été, et ça rebondit aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant c'est le NFP qui est responsable du fait qu'on finit avec Barnier. Jean-Luc Mélenchon, il a dit si le problème, c'est le fait d'avoir des ministres insoumis, dont acte, il n'y en aura pas. Que dites-vous maintenant ?
ça n'a pas fonctionné. Ouais, et donc, ça n'a été que des prétextes. Mais on est bien d'accord que vous auriez fait des compromis. Vous n'auriez pas appliqué le programme, rien que le programme, tout le programme. On est entièrement d'accord. Ok, d'accord. Non, je dis ça parce que j'ai souvent cette discussion avec des gens dans le chat qui pensent que si. Voilà, il y a même des gens de gauche qui pensent ça et donc ils disent c'est quand même dommage, mais moi j'ai jamais dit ça. Après, c'est ce qui a été dit au soir du résultat des législatives. C'est vrai que tu fais référence au fait que les Insoumis sont arrivés en disant rien que le programme, tout le programme, et même Jean-Luc Mélenchon lui-même d'ailleurs. Mais en même temps, moi je pense qu'il faut commencer, et je pense que c'était un peu ça l'esprit, commencer en disant on va demander le maximum. Et on peut pas arriver à la table des négos en disant on va tout revoir à la baisse, vous en faites pas. Ah non, au contraire. Tu vas arriver en disant je veux tout, et puis après, il me semble que. Non, et puis on a toujours dit le programme c'est notre base de travail. C'est une base qui a fait l'objet d'un accord entre les 4 parties. On va pas la renier. C'est la direction. Et oui, bien sûr, c'est une base de travail qui était une base pour travailler dans le cadre d'une majorité absolue. Quel parti se rend devant les urnes en disant salut, voilà mon programme en cas de majorité relative. Personne ne fait ça. Évidemment, ce serait complètement fou. Et donc, on a dit que c'était notre base de travail et c'était sur la base de ça qu'on allait aller chercher des accords. Et notre légitimité en étant arrivé en tête sans majorité absolue, c'était de pouvoir fixer l'agenda, de pouvoir dire voilà ce que je propose, voilà ce que je mets sur la table, et ensuite on débat, et peut-être qu'il y a des curseurs qui vont bouger parce qu'on n'a pas la majorité absolue, et là on aurait dû trouver des accords, pour certains avec les macronistes, pour d'autres avec le Modem et avec l'IOT, enfin voilà, avec d'autres groupes, et c'est la vie démocratique. Lorraine. Oui, en fait, pendant cette période estivale, moi, j'ai beaucoup suivi, en fait, tous les débats autour de, finalement, quel nom allait ressortir du nouveau Front populaire pour cette candidature à Matignon. Moi aussi, j'ai suivi. En fait, comme vous, j'étais dans la même situation que vous pendant ce moment-là. Et en fait, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la représentation en politique. De toute façon, c'est ce que je fais dans ma vie, notamment associative. Et il y a eu... en fait, déjà, ce que je trouvais bien, personnellement, c'était qu'il y avait plus de noms de femmes qui ressortaient. Donc ça, déjà, je trouve que c'est vraiment une avancée, une avancée, pardon. Mais il y a eu des noms qui ont été mis de côté, notamment le nom d'Huguette Bello, que personnellement, je trouvais intéressant sur la question notamment des territoires d'outre-mer. Mais je trouvais votre profil, si je peux dire ça comme ça, aussi intéressant, notamment par le fait que vous soyez une femme, mais aussi le fait que vous ayez fait un peu plus tard aussi votre coming out, et comment finalement vous pensez cette question de l'incarnation, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est ultra important finalement en politique. On a beau dire ce qu'on veut, c'est aussi une question d'affect, de sentiments, de causes qui nous tiennent à cœur, etc. Et voilà, comment vous ressentez cette question en fait de l'incarnation et d'être finalement l'incarnation du nouveau Front populaire aujourd'hui? Waouh, c'est une vaste question. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, le fait que c'était une coalition de partis rendait quasiment impossible, ou en tout cas les discussions, c'est ce qu'ont montré les discussions pendant 2 semaines qui nous ont tous mis sous tension. Enfin, moi, je me disais quand même, ils vont pas ne pas nous proposer un nom parce que sinon ça va péter. Et quelle déception pour les millions de gens qui se sont déplacés, parfois pour la première fois de leur vie, et puis aussi les millions de gens, les centaines de milliers de gens qui sont venus à la politique pour ça. Moi, j'en rencontre plein, des gens qui disent moi, je n'étais pas trop intéressé par la politique. Et quand j'ai capté que le RN allait arriver, je me suis bougée, j'ai fait du porte-à-porte et tout. Donc moi, j'étais dans la même situation que vous à ce moment-là. Moi aussi, j'étais hyper stressée, je me disais quand même et tout. Et à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que j'allais me retrouver de l'autre côté du miroir quelques jours plus tard. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, les 4 partis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un nom qui était celui ou celle de l'un des leurs. Et ça, c'est presque normal parce que... ils restent quand même, ce sont pas les mêmes, ils restent en partie parfois dans la rivalité, et donc ils pouvaient pas concéder ça à un autre parti que eux-mêmes, un autre parti dans cette coalition. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers la société civile. Et moi je trouve ça intéressant de se dire que oui, on peut proposer des formes d'incarnation qui sont différentes, et j'ai senti une forme un soutien immense pendant l'été, notamment dans le cadre des universités d'été, mais aussi tous les déplacements que j'ai pu faire, y compris mon petit verre dans lequel j'ai regardé quel âge j'avais. J'avais 26 ans, si jamais vous vous posez la question. C'est mon âge. Du coup, on a la réponse, super. Du coup, j'ai décidé de bloquer à cet âge. Donc maintenant, quand vous me demanderez, je dirais que j'ai 26 ans. Seul vous saurez que c'est pas vrai. Et donc... je trouve que j'ai ressenti une forme de soutien immense, et je pense pas que c'était lié à moi, mais
c'est lié au fait, je pense, que les gens ont envie de voir que des gens comme eux peuvent venir sur le devant de la scène et intégrer un peu le jeu politique. Et c'est peut-être l'idée de la représentation qu'ils se font. Et ça, je trouvais ça intéressant, que moi, je n'étais d'une certaine manière personne avant et que d'un coup, je puisse incarner ça avec une forme peut-être de simplicité. Et moi, je pense que c'est très important de garder les deux. Je pense que c'est important que les partis existent, que les partis soient force de proposition. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'élus qui sont hyper impliqués dans leur travail d'élu, qui bossent énormément et tout ça. Mais je pense que c'est important aussi, c'est un signal que les gens sont en attente aussi d'une implication de la société civile et que les partis peuvent pas faire leur vie tout seuls. Alors quand vous avez été désigné, vous étiez encore fonctionnaire à la ville de Paris, vous avez depuis démissionné pour vous consacrer à plein temps à ce nouveau poste un peu étrange que vous avez aujourd'hui. Se pose la question de votre légitimité parce que vous n'êtes pas élu, vous n'avez jamais été élu. On a préparé une carte des circonscriptions françaises avec celles qui vont bientôt être remises en jeu. Il y en a deux, celle de Stéphane Séjourné, là dans le sud-ouest de Paris, qui va partir lui à la Commission européenne, donc c'est le nouveau commissaire européen français, et Flavien Termet qui est le Benjamin de l'Assemblée nationale, qui est un député, enfin l'ex puisqu'il a démissionné, député Rassemblement national, qui va libérer une circonscription plutôt vers le nord-est. Vous savez déjà où vous allez atterrir? Dans les Ardennes, absolument. Vous savez déjà où vous allez atterrir? Alors déjà, je vais contribuer à faire la campagne des candidats NFP qui se remettent en lice et qui se remettent en campagne là. Pour l'instant, il n'est pas question, il n'y a pas d'élection législative, donc il n'est pas question que je sois élu à court terme. Pour l'instant, l'idée, c'est de mettre toute mon énergie pour poursuivre l'élan qui a grandi cet été, qui a un élan en faveur de l'union de la gauche, non seulement des partis, mais aussi, je le disais tout à l'heure, de la société civile. Je parlais tout à l'heure des centaines de militants, de nouveaux militants, on les appelle les néo-militants, qui se sont engagés. J'en ai rencontré il n'y a pas longtemps là, à Arras. On était dans une salle d'une cinquantaine de personnes. Il y avait des militants qui étaient encartés depuis longtemps et tout. Puis il y avait aussi des gens qui étaient là et qui disaient, moi j'ai jamais été dans un parti et c'est marrant, ils disent, j'ai pas l'intention de rejoindre l'un des 4 partis, mais je suis dans la salle avec eux et je trouve ça cool de venir, et moi je fais de la politique autant qu'eux, mais alors, je suis pas dans un parti. Je comprends, vous ne serez pas élu à court terme, mais à relativement moyen terme, il y a juin prochain, où il y a de fortes chances quand même qu'il y ait de nouvelles élections législatives. En plus, c'est la fin de la saison de Backseat, ça tombe bien. Vous serez candidate. Non, mais c'est compliqué du coup. Pour quel parti? C'est peut-être voilà. Ah bah, c'était ma deuxième question. Non mais attends, on est sur les questions chiantes là, donc c'est le moment sûr. Pour quel parti vous serez candidate, Lucie Castet, en juin prochain? Pour aucun des 4 pour l'instant. Remarque, vous n'êtes pas obligé. Hein. Non mais on n'est pas obligé de faire. On peut garder une étiquette NFP si elle continue à exister. Voilà, pour moi, pour l'instant, ce à quoi je tiens, c'est l'union de la gauche. Il faut juste qu'un parti vous lâche une circo quand même, parce que c'est... Enfin bref. Dans le contingent. Je vois que la question a déjà été sérieusement étudiée à ma gauche. On est dessus. On peut poursuivre la discussion après s'il y a besoin de conseils. Non, mais pour l'instant, moi, je me consacre pleinement à la tâche. J'ai pas démissionné de la fonction publique. Je suis toujours fonctionnaire, mais je me suis retirée de mes fonctions à la ville de Paris et je vais me mettre en dispo, ouais. Okay. Et je cherche un autre travail quand même parce que comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'un salaire pour vivre. Besoin de bouffer. J'allais vous demander si vous aviez des revenus. Non, du coup, vous êtes mise en dispo. Donc... là, je suis encore sur la toute fin comme la période de préavis, quoi, l'équivalent de la période de préavis pour les fonctionnaires. Et ouais, après, je vais chercher un travail parce que... Unificatrice de la gauche, je crois que c'est pas très bien payé, mais non, mais d'accord, ok. Non, mais en revanche, moi, c'est vrai que je pense que c'est très important d'avoir une légitimité issue du suffrage. La question, c'est que, évidemment, pour l'instant, ma légitimité, je la tiens du fait que les 4 partis ont choisi de me désigner, et je pense qu'ils ont choisi de me désigner parce que je viens de la société civile, et donc ça crée une équation complexe vis-à-vis de la question d'une potentielle élection à l'avenir. Question peut-être un peu plus sérieuse. Oui, pardon. Merci, Usul. Tu veux que je continue sur les questions chiantes et après t'enchaînes? T'en as d'autres? Ouais, Marine Tondelier, la leader des écolos, Marine Tondelier a annoncé qu'elle souhaitait, qu'en tout cas les écologistes souhaitaient qu'il y ait un candidat ou une candidate unique de la gauche pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que votre nom pourrait être une solution? Voilà, tu vois, comme ça je termine avec les questions un peu nazes. Questions un peu de journalisme. Un peu de journalisme, voilà, comme ça. Vraiment une question chiante. On m'avait dit, ah non, tu verras, il n'y a pas de question chiante. Elle est nulle celle-là. Non, mais par contre, c'est une vraie question que des gens ont posée dans le chat. Oui, dans le chat, dans le chat, les gens ils demandent. Du coup, je les laisse répondre. Non, mais vas-y. Très Nathalie Saint-Cric comme question. C'est pas moi, c'est le chat. Putain, les gens dans le chat, ils demandent alors le Lucie 2027. Non, mais sans déconner, il y a un espoir. Le côté union de la gauche, ça fait rêver plein de gens. Donc voilà. Nathalie Saint-Cric va rajouter qu'en plus, comme ça, c'est pas Mélenchon.
Si, elle aurait dit ça. Elle aurait carrément dit ça. Non, mais plus sérieusement, je me pose pas du tout cette question. On n'est pas en 2027. Je suis d'accord avec Marine sur le fait qu'il faudra un candidat unique pour la gauche. Je pense que on est tous d'accord. On est d'accord avec Marine et bien d'autres sur le fait qu'il faut un candidat unique et que seulement rassembler la gauche peut gagner. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Et moi, je mettrai toute mon énergie pour contribuer à la campagne de la personne qui sera la candidate en 2027. Je pense qu'on a un grand chemin à parcourir avant ça et qu'on n'a pas une minute à perdre, à la fois pour être dans l'opposition aujourd'hui, mais aussi pour construire un chemin un peu plus long et avoir notamment un récit sur ce que c'est le pays dans lequel on a envie de vivre dans 5 ans et surtout dans quel pays on a envie qu'on vive, à quoi on veut que la France ressemble après voire 2 quinquennats de la gauche. Et ça, je pense que c'est hyper important de savoir construire ce récit-là. Parce que là, évidemment, à court terme, on est amené à être en contre, parce qu'on est dans l'opposition, et c'est bien normal. Et il faut lutter. Enfin, vous le voyez, toutes les coupes budgétaires qui sont annoncées, qui vont peser directement sur les services publics, sur les plus précaires. On parle de coupes notamment dans la santé, dans l'éducation, dans la transition écologique, etc. Donc il faut se battre contre ça. Il faut être mobilisé maintenant, mais il faut aussi se battre pour dessiner un projet et dessiner... alors, j'ai pas dit mon projet, mais dessiner un avenir sur ce qu'on voudrait pour la France, créer une image de ce que la France devra être, et pas être juste dans se dire il faut préserver ce qui existait déjà, quoi. Question sérieuse maintenant. Oui, est-ce que vous êtes habité quand même par un sentiment d'urgence? Là, j'entendais, je ne sais plus qui c'était l'autre matin sur France Culture, dire que mine de rien, la gauche s'était bien tenue pendant ces législatives, précisément parce que finalement, la gauche est devenue, au sens large, le dernier refuge de l'antifascisme, qui aurait dû être un petit peu la base de tous les partis de la Ve République, normalement, fut un temps, même la droite l'était. On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On voit bien que même Emmanuel Macron était prêt à filer les clés du camion à Bardella. C'était un petit peu le sens de cette dissolution. Est-ce que finalement, déjà, à quel point ça vous tourmente, ça vous inquiète, et à quel point vous pensez qu'en effet c'est le créneau à jouer, l'antifascisme? Parce que moi j'ai le sentiment que le pays, et je vous demande si vous le partagez, le pays est resté antifasciste, mais sa classe politique et en grande partie son système médiatique est complètement à la dérive là-dedans. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je partage le fait qu'on est dans une situation d'urgence totale. Moi je suis effrayée, j'ai été évidemment effrayée à la veille des résultats du second tour aux législatives. J'ai cru que mon pays allait tomber dans les mains du Rassemblement national. Et je pense, comme beaucoup ici, j'ai été effrayée. Moi, j'ai un petit garçon qui a 3 ans. J'ai pas envie qu'il grandisse dans un pays où les immigrés sont stigmatisés, etc. Enfin, j'ai mis toute mon énergie, moi, entre les 2 tours, quand j'étais encore porte-parole d'un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, pour détricoter... minute après minute, pas à pas, le programme notamment économique du Rassemblement national et montrer ce que ça allait faire concrètement dans la vie des gens et en particulier des gens qui allaient souffrir de la préférence nationale. Donc évidemment, je pense vraiment que l'heure est grave. Là, on dit souvent minuit moins 1. Oui. C'est le cas. Je pense que c'est vraiment très grave. Et ce que je trouve très grave, c'est, vous l'avez mentionné, le fait qu'Emmanuel Macron, qui se présentait comme le rempart contre le Rassemblement national et ses idées lorsqu'il a été élu président, en fait, est le marchepied, mais ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui a donc été choisi avec l'assentiment d'Emmanuel Macron, à n'en point douter, qui a des propos qui sont dignes de celui d'un porte-parole du Rassemblement national, au dire de la porte-parole du Rassemblement national elle-même. Donc c'est totalement validé par le Rassemblement national. Donc je suis à la fois extrêmement inquiète, mais aussi extrêmement en colère que ce marchepied ait été mis en place savamment depuis des années. Et je pense que le président de la République a une responsabilité immense dans la montée du Rassemblement national. Moi, j'ose espérer que la France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignorent. Et il va falloir aller les chercher un par un, à la fois en leur montrant que le discours du Rassemblement national, qui est un discours qui est raciste, mais aussi qui porte des immenses incohérences, notamment sur le plan économique, va conduire notre pays dans l'impasse et dans l'abîme, notamment sur le plan économique et sur le plan des services publics. Et donc, je pense qu'il faut parvenir à démontrer que c'est la gauche qui porte un projet... qui permettra aux gens de vivre mieux et de vivre dans une situation apaisée et de concorde. Et donc, on a beaucoup de travail pour faire ça. Les gens, ils votent pour la gauche quand la gauche est convaincante. Et donc, à la gauche de l'être et de leur démontrer qu'ils ont un intérêt à voter pour la gauche parce que c'est nous qui proposons des vraies améliorations dans leur quotidien. Malek ?
Oui, aujourd'hui dans Libération, on a vu une tribune avec un sujet qui me tient à cœur, on en parle souvent ici, sur les quartiers populaires, tribune que tu as signée, avec seulement 3 chefs de parti du nouveau Front populaire. On a l'absence des insoumis, peut-être qu'on peut en parler parce que je trouve que c'est intéressant. Les quartiers populaires qui... C'est dommage, je veux dire. Oui, c'est dommage, bien sûr, mais on peut en parler. Les quartiers populaires qui sont les grands oubliés du macronisme, mais en réalité depuis maintenant de trop longues années. Les quartiers populaires qui sont mobilisés massivement sur ces élections législatives avec ce sentiment d'urgence. Et les quartiers populaires qui sont encore une fois oubliés là par Michel Barnier, puisqu'on n'a aucun ministère, même pas un petit secrétaire d'État à la ville. Il pense au quartier populaire quand il parle de police et de sécurité. C'est pour vous mettre des flics, mais pour le reste, on vous laisse là où vous êtes. Une réaction, votre position sur ce sentiment d'urgence là et l'action qu'il faut mener sur les quartiers populaires, qui sont d'ailleurs les premiers à subir le matraquage des services publics, pardon. Et dans un deuxième temps, ce qu'on disait sur l'absence des insoumis sur cette tribune. On dit que Daniel Obono a signé la tribune dans le chat. Éric Coquerel aussi, il faut vérifier. Voilà, mais il y a des insoumis. En tout cas, pas de chef de file. En tout cas, j'ai l'impression quand même que la France Insoumise se mobilise pour porter la voix des quartiers populaires. Moi, je pense que c'est dramatique. Plus globalement, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a très peu parlé des jeunes. Et puis, il a aussi beaucoup parlé des vieux, quand même. Il a quand même dit qu'à l'école et dans la santé, il allait mettre des retraités à la place des agents publics. C'est quand même... c'est dire un bon délire. Et je suis entièrement d'accord. Il faut parler des jeunes et il faut parler des quartiers populaires. Les quartiers populaires, il y a beaucoup de jeunes. Je pense que ils font partie de ceux qui se sont massivement mobilisés et parfois sont allés pour la première fois dans les urnes pour voter aux législatives. Et donc, c'est aussi des quartiers dans lesquels il y a des inégalités énorme. Quand je suis pour le jour de la rentrée scolaire, je suis allée à la Courneuve pour visiter un collège et présenter les mesures que le nouveau Front populaire porte pour l'éducation. Et là, on a visité un collège qui était vraiment en très bon état, mais c'était pas représentatif du tout de l'état des collèges. Et le président du département, Stéphane Troussel, racontait qu'il y a des inégalités massives entre ce que touchent les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis et ce que touchent les établissements scolaires dans le reste de la France. Et donc, on est dans une situation où non seulement ils reçoivent pas la même chose, mais en plus, ils reçoivent moins alors que les besoins sont plus importants. Il y a même une idée reçue médiatique qui est absolument terrible, c'est que la banlieue en France est arrosée d'argent public. Oui, c'est totalement faux. Et c'est scandaleusement faux, mais c'est à 1000 lieues de l'idée que s'en font les gens. Et beaucoup de gens se disent non, mais la banlieue, on fait beaucoup pour la banlieue quand même. Oui, alors même que les banlieues regorgent de gens qui se mobilisent tous les jours, qui se lèvent très tôt pour aller travailler, qui payent leurs impôts et qui sont extrêmement mobilisés et qui souffrent d'une désertion des services publics, de déserts médicaux, d'installations publiques qui sont en mauvais état. Et donc, effectivement, il faut en faire une priorité politique de premier ordre. C'est pour ça que j'ai signé cette tribune. Merci beaucoup. Vous avez été aussi connue pour être l'une des cofondatrices d'un mouvement, d'une cause sur la question des services publics. Les services publics, eux aussi, sont attaqués quotidiennement. On a encore entendu parler là de 40 milliards d'euros d'économies qui vont devoir être faits sur les services publics. Je croyais qu'ils étaient déjà à l'os pour la plupart d'entre eux, mais visiblement le gouvernement va encore trouver des moyens de faire des économies. C'est quoi vous parliez tout à l'heure du projet d'avenir de la gauche et de sa projection du futur, d'un futur désirable. C'est quoi le paysage que vous dressez d'un service public qui fonctionne bien dans un pays qui avance ? Un service public qui fonctionne bien, c'est déjà un service public où les usagers sont contents de pousser la porte du service public, ont l'impression que l'accueil est digne d'une puissance économique comme l'est la France. Et puis c'est aussi un endroit où les agents publics ont l'impression que leur travail a un sens au quotidien, quand on soigne des gens au quotidien, quand on éduque des enfants au quotidien, quand on reçoit des agents, des usagers dans des services en préfecture, notamment pour distribuer, pour donner des titres de séjour ou donner d'autres titres administratifs. On a un rôle qui n'est pas le même rôle que pour les gens qui travaillent dans une entreprise. Et donc, il faut redonner un sens à ce que ça veut dire travailler pour le service public, travailler pour l'intérêt général. Et ça, je pense qu'on l'a beaucoup perdu de vue. On l'a perdu de vue notamment parce que les moyens se sont considérablement réduits et les conditions de travail se sont considérablement dégradées, mais aussi parce que
politiquement, symboliquement, culturellement, on a de moins en moins entendu ce que ça voulait dire le service public. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est un endroit où on accueille tout le monde dans des conditions égales, quel que soit son niveau de revenu. Or, aujourd'hui, on constate que ça, c'est de moins en moins le cas. On constate qu'il y a un service public qui est, par exemple, quand on regarde le secteur de la santé, qui est celui qui continue à accueillir tout le monde dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Et puis, par ailleurs, on a des services privés qui se développent avec de l'argent de l'argent public hein, et qui sont des services qui sont accessibles uniquement à ceux qui peuvent se le permettre. Et donc pour moi, un pays qui va bien avec des services publics qui fonctionnent bien, c'est des services publics qui peuvent accueillir tout le monde dans des conditions acceptables et de la même manière, quel que soit son niveau de revenu, quelle que soit son origine géographique, quelle que soit son orientation sexuelle, etc. Lorraine Il y a 2 jours, du coup, il y a eu une grève générale soutenue notamment par la CGT. D'ailleurs, Sophie Binet en a parlé dans l'émission précédente. Je trouve que du coup, on n'en a pas trop parlé dans les médias, j'ai l'impression. Et pourtant, on parle des fonctionnaires. J'ai autour de moi, en tout cas, il y avait pas mal de fonctionnaires qui étaient en grève, notamment des professeurs. Donc, en tant que porte-parole aussi de votre collectif, qu'est-ce que vous pensez de cette question des services publics ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement Barnier, qui prévoit de faire des économies, finalement, va permettre de satisfaire les fonctionnaires, en fait, finalement, qui se sont mis notamment en grève hier ? La réponse est non. Avant-hier. Je suis sûre que non, que ça ne permettrait pas de satisfaire les fonctionnaires. On a un service public, on l'a dit, qui est aujourd'hui à l'os, qui est dans une situation déplorable. On devrait consacrer des moyens beaucoup plus importants au service public. Et là, on est en train de retirer des moyens. Ça a des conséquences extrêmement concrètes pour la vie quotidienne des gens, pour la vie quotidienne des usagers du service public et puis de tout le monde. Parce qu'en réalité, on a besoin du service public pour construire la société de demain, notamment pour construire des infrastructures qui vont nous permettre de lutter contre le changement climatique. Le Premier ministre a annoncé des réductions budgétaires, y compris dans le domaine de la transition écologique. Mais comment peut-on être responsable ou se dire responsable et faire cela ? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, si on enlève 1 milliard dans la rénovation énergétique des logements, 1 milliard, c'est l'ordre de grandeur qui avait été annoncé déjà par Emmanuel Macron et ça va être peut-être un peu plus encore là. C'est l'équivalent de toutes les habitations d'une ville comme Lille qui ne sont pas rénovées. Ça a des conséquences très précises et très concrètes sur la vie des gens. Là, on a une situation où les services publics ne vont pas bien et à la place de se dire bon, ok, ça va pas bien, on n'a pas été à la hauteur pendant toutes ces années, il faut maintenant refinancer les services publics. Il faut donner un cap aux services publics aussi pour dire aux agents publics on a compris. À l'inverse, on dit en fait on va réduire encore les moyens, on va réduire les effectifs et on va mettre des professeurs retraités à l'école. Mais quel sens ça a ? Enfin, je veux dire... Ça n'existe pas déjà les dispositifs qui permettent à des jeunes retraités de revenir dans leur... Ça existe à l'hôpital, ça je sais, à l'école je sais pas. Mais donc c'est un pansement sur une jambe de bois. Enfin, oui, normalement c'est que pour faire des remplacements ou de la formation, hein. C'est pas censé faire fonctionner le service. Ceci dit, Usul. Ouais, parce que en fait on a l'impression, pourquoi ils dégradent comme ça les services publics ? On comprend pas, parce que même leurs propres électeurs pourraient se dire, merde, on aimait bien nos services publics quand même quand on est de droite. Victor Castanet vient de sortir un nouveau bouquin sur le scandale des crèches privées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les services publics reculent, le privé s'installe doucement. Alors d'abord, il avait fait un premier bouquin sur les maisons de retraite, les EHPAD, et comment le privé traitait les gens là-dedans. Là, maintenant, c'est sur les crèches, et on voit, qu'il y aurait des accords, que ça discuterait avec Aurore Berger. Alors, donc il y a un syndicat national des crèches privées qui discutait directement. Il y a des SMS qui sont parus entre Aurore Berger et cette dame. S'attaquer, mine de rien, défendre les services publics, c'est aussi s'attaquer à certains secteurs économiques qui ont pris la confiance, qui ont des réseaux, qui peuvent les défendre dans l'espace politique. C'est une bataille qui va être rude, mine de rien. Parce que, donc, est-ce que aussi, il va pas s'agir de formuler aussi les choses comme ça, en termes de... vous le disiez quand vous disiez... Imaginer un plan pour une autre France, etc. Mais donc, ça veut dire aussi de la lutte contre des intérêts privés et une bataille qui s'annonce âpre. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il est très important de l'expliciter. Et ça fait partie des choses qui n'ont pas été explicitées, qui n'ont jamais été explicitées par le président de la République, parce qu'il a installé l'idée selon laquelle il y aurait des décisions qui étaient bonnes et d'autres décisions qui étaient mauvaises. Mais il faut dire à l'aune de quoi ? En fonction de quel objectif on se fixe. Et je pense qu'il y a dans ce que vous décrivez comme mouvement d'attaque des services publics quelque chose qui est d'ordre très culturel
qui est le fait qu'on considère que le privé fait toujours mieux que le public par définition. Une sorte de présomption d'efficacité accrue dans le privé. Or, c'est pas du tout le cas et c'est très intéressant. Par exemple, il y a quelque chose qui est très d'actualité là. Le Premier ministre, c'est ce qui sort dans la presse. Pour l'instant, c'est pas officiel, il me semble, mais on dit qu'il y aura à peu près 15 milliards d'euros d'économies qui seront faits dans le PLFSS. Donc, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est l'équivalent du budget pour les administrations sociales. Dans ces 15 milliards, il y aura une grande partie qui serait sur l'assurance maladie et qui serait en particulier sur le moindre remboursement des consultations médicales. Donc les mutuelles se frottent les mains. Quel effet ça va avoir? Exactement, ça va faire que les gens seront moins remboursés et donc du coup ils se tourneront davantage vers leur mutuelle pour ceux qui ont la chance de pouvoir se payer une mutuelle. Donc il y a déjà encore davantage de gens qui vont être exclus de l'accès aux soins et on sait pertinemment que ça conduit en fait à déjà des situations individuelles qui sont inacceptables sur le plan moral, politique, social, mais aussi à des situations qui coûtent beaucoup plus cher plus tard parce qu'à la fin, ces gens, ils sont soignés, mais juste ils retardent le soin. Mais la principale conséquence de ça, c'est que les gens vont se tourner davantage vers des mutuelles. Et en fait, on sait, donc ça va être à la place d'une grande dépense socialisée publique et efficace, on va avoir une multitude de petites dépenses privées, donc pas moins de dépenses au global, c'est ça qui est hyper intéressant. Même plus. Et en fait, exactement, on sait que les mutuelles, c'est plus cher, donc les mutuelles, elles vont évidemment répercuter ce coût-là dans les prix, donc ça va encore sortir des gens de ceux qui ont accès aux mutuelles, et en plus, les mutuelles, elles prennent plus de frais annexes. Et donc, au total, c'est pas la même enveloppe. C'est pas on a pris de la dépense publique et on l'a transformée en dépense privée. C'est on a pris une dépense publique, on l'a transformée en une plus grosse dépense privée. Il y a les dividendes et donc, aussi. ça crée des inégalités, ça crée des inefficacités, et ça, personne ne le dit, et ça relève d'une forme de dogmatisme, d'approche dogmatique qui dit la dépense publique, c'est mal, la dépense privée, ça va. Il y a quelqu'un dans le chat qui précise que les mutuelles sont à but non lucratif. Certes, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que le service qu'elle propose est un service lucratif. Tu payes ta mutuelle. Moi, je voulais juste demander du coup par rapport à tout ce que vous dénoncez en fait finalement. Est-ce que vous pensez que une mobilisation est encore possible, une mobilisation large, notamment au vote, parce que moi je vois énormément notamment de jeunes qui ont été déçus suite aux élections et qui ont dit on a mis des affiches, on a tracté, etc. On a fait des edits sur TikTok, etc. pour rien, et qui sont hyper déçus. Et donc, comment, en fait, on se relève de cette déception et comment on continue à mobiliser les gens, notamment les jeunes? Déjà, je comprends leur déception. Elle est légitime, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Néanmoins, quand même, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'il faut être vraiment optimiste pour la suite. Déjà, on a vu que cette mobilisation hors du commun, elle a donné quelque chose, c'était de détromper tous les pronostics. Emmanuel Macron, il s'est apprêté à donner les clés de Matignon à Jordan Bardella. Il y a même une vidéo, je crois que c'est chez Apolline de Malherbe, Gérald Darmanin qui dit mais oui, évidemment, s'il y a une majorité même relative pour le Rassemblement national, alors nous n'aurons pas d'autre choix que leur donner la possibilité de composer un gouvernement. C'est quand même... Ça manque pas de sel quelques semaines après tout ce qu'on a vécu. Et puis surtout, donc ça a marché, cette mobilisation a marché, et donc ça veut dire qu'une mobilisation d'une encore plus grande ampleur pourrait conduire la gauche à gouverner si elle arrive à rester unie et si elle arrive à dire aux gens allez dans les urnes encore plus que ce que vous l'avez fait et porter un projet. Aider aussi à construire ce projet. Enfin, moi, je pense que c'est hyper important d'entendre ce que les gens ont à dire. Emmanuel Macron, en 2019, il a lancé les cahiers de doléances. Il y a eu plus de 2 millions de contributeurs, dont 250 000 personnes, comme ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est énorme, ça fait qui sont allés dans les mairies et dans d'autres endroits publics pour remplir des cahiers à la main. Ça fait des kilomètres, si vous les mettez bout à bout, ça fait des kilomètres de cahiers qui ont été remplis à la main par des gens qui ont sorti leur tripes, qui ont expliqué ce qu'ils attendaient de la politique, ce qu'ils attendaient de la vie, ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes, ce qu'ils voulaient pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leur famille, pour leurs collègues, etc. C'est des choses qui ont été totalement enterrées. Ça n'a pas été rendu public, ça n'est pas public. Et donc je pense que c'est hyper important qu'on se retourne vers ce type d'initiative et qu'on écoute ce que les gens ont à dire. Et c'est, je pense, que comme ça que la gauche arrivera à proposer un projet qui suscite vraiment une adhésion massive. Si on considère que les macronistes sont de droite, le Parlement est composé il y a 200 députés de gauche et 350 de droite. Nicolas Sarkozy, quand il a vu ça, il a déclaré, je cite, « La France est à droite comme elle ne l'a sans doute jamais été ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, je disais tout à l'heure, et je suis en train de lire en ce moment le bouquin de Vincent Tibéri qui s'appelle La droitisation de la France. Je pense que c'est quelque chose... Mythe et réalité. Ouais, exactement. Il montre que c'est beaucoup un mythe. Et puis moi, je veux croire que la France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignorent et qui attendent qu'on leur démontre réellement qu'ils ont un intérêt objectif à voter pour la gauche. Et je pense que c'est le boulot de la gauche dans les mois et dans les années à venir. Je pense que les macronistes, ils savent pas où ils habitent. Pendant très longtemps, Emmanuel Macron a dit ni gauche ni droite en même temps. Je pense qu'il y en a plein qui sont extrêmement choqués par le fait qu'on en parlait tout à l'heure. Emmanuel Macron a mis le pays au bord de l'abîme et a de fait fait en sorte que la cohabitation elle est réellement avec le Rassemblement national. Et donc je pense que la France n'est pas un pays de droite et la France est un pays qui ne demande qu'à se découvrir de gauche. Dernière question pour vous, Lucie Castet. Une pétition sur les réseaux sociaux demande la création d'une assemblée constituante pour faire évoluer nos institutions. Les mettre à jour peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 points là-dessus. Je pense que il faut dire qu'à constitution identique, Emmanuel Macron a eu une approche du fonctionnement institutionnel de la France qui est quand même poussé à son paroxysme dans la personnalisation du pouvoir. Enfin, je le disais tout à l'heure, pendant l'été, il s'est amusé à être à la fois Premier ministre, président de la République, chef de parti, sélectionneur, arbitre, goal, pivot, etc. Donc je pense que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, ouais, je fais de la métaphore de sport. Désolé. Ouais. Je pense que là-dessus, on pourrait avoir des institutions identiques, une constitution identique qui sont pratiquées d'une manière très différente. Enfin, le Parlement, les parlementaires le disent tout le temps qu'ils ont l'impression que ça te fait marcher dessus depuis des années. Les syndicats disent exactement la même chose. Donc c'est quand même très intéressant de se dire qu'à constitution égale, on pourrait considérablement améliorer les choses. Néanmoins, je pense que c'est vrai que la Ve République porte en elle la possibilité de cette acception du pouvoir et de cet exercice du pouvoir qui est un exercice hégémonique, quasi monarchique et donc qui pose des difficultés. Et donc je pense qu'on peut réfléchir à l'évolution de notre constitution. En effet, c'est intéressant. Et puis je le disais tout à l'heure, il y a des exercices... Je pense qu'aujourd'hui, la société a évolué. On ne considère pas que se rendre aux urnes quelques fois par an ou de temps en temps, c'est suffisant pour exercer pleinement son mandat de citoyen, d'exercer sa souveraineté de citoyen. On fait des législatives partielles comme ça. C'est ça, exactement. Grâce à Emmanuel Macron, notre démocratie est plus vivace, comme chacun s'accorde à le dire. En vrai, il nous a démontré que c'était pas compliqué à organiser. Enfin, c'est vrai. Au prix de nuit blanche pour tous les fonctionnaires qui organisent ça. Oui, non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est quand même intéressant qu'on peut moderniser le fonctionnement de notre République et donc on peut tout à fait réfléchir à une réforme de nos institutions. Merci beaucoup Lucie Castet d'avoir accepté vous. notre invitation sur le plateau de Backseat pour cette émission extraordinaire. Merci.